donc poursuivre ce voyage organisé au travers de l'UIA. D'abord sur les deux grands événements qui vont avoir lieu ces jours-ci, qui vont avoir lieu cette année, pardon. Le premier événement, c'est au début du mois de mai à Boumerdès, c'est ça, où nous allons avoir une journée de travail avec le barreau de Boumerdès et la participation de l'UIA. Ensuite, nous aurons à New York, et ça c'est destiné principalement au chef de barreau, une séance de travail à l'ONU sur un certain nombre de sujets, et notamment sur le droit des réfugiés, sur lequel nous allons travailler et présenter les premiers principes sur lesquels nous allons continuer à travailler pour pouvoir faire adopter la charte des réfugiés au congrès de Budapest. Et l'autre événement, c'est le congrès de Budapest. Alors, le congrès de l'UIA, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord un temps de travail important. Alors, je ne sais pas si je devrais commencer par le travail, mais peut-être. C'est un temps de travail important, c'est les réunions de toutes les commissions de l'UIA, c'est-à-dire un peu plus de 40 commissions qui se réunissent et qui travaillent sur un thème. Nous essayons de regrouper les commissions pour que l'on ne soit pas obligé de faire du shopping, parce que 40 commissions, si on veut assister à plusieurs, c'est toujours un peu difficile. Et c'est ensuite plusieurs thèmes principaux, dont un sujet important qui a un nom, dont deux sujets qui sont tous les deux tout à fait importants. L'un, c'est la compliance. Alors la compliance, je ne sais pas très bien comment on peut traduire ça, la compliance. La compliance, c'est le devoir de conformité. C'est ce qui nous tombe de plus en plus sur le dos. C'est de devoir être conforme à toute la réglementation. C'est d'abord, bien sûr, la lutte contre la corruption. Ça, c'est un des sujets les plus importants. Même si, parfois, on est un peu enclin à se poser la question de savoir si on pourra vraiment un jour lutter concrètement contre la corruption. Parce que même dans les pays dans lesquels la corruption est pourchassée depuis très longtemps, il continue à y avoir des affaires de corruption. Mais donc il n'y a pas que la corruption dans la compliance, il y a aussi le fait de ne pas faire travailler des enfants, le fait de ne pas acheter des produits à des gens qui font travailler des enfants, etc. Donc ça, c'est un premier sujet qui est tout à fait important. Le deuxième sujet est celui de la protection des données personnelles. Protection des données personnelles, c'est la partie du droit qui veut que lorsque vous avez mis quelque chose sur Internet, ça continue quand même à vous appartenir. Et vous avez le droit de préserver vos propres données, de ne pas vous les faire piller, de ne pas vous les faire voler, de ne pas les voir utilisées par d'autres, et le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est si un jour vous avez mis une photo de vous sur Internet en train de faire le clown, et quand vous êtes devenu un peu plus âgé et que vous êtes bâtonnier, par exemple, vous pouvez vous dire que cette photo est peut-être inopportune et qu'il est bien de pouvoir la supprimer. Or, les grands providers d'Internet sont un peu réticents à cela. Et il a fallu, en Europe, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Schrems, pour obliger Google à extraire ces données. De la même façon, c'est l'interdiction pour un moteur de recherche ou pour un système informatique de transférer des informations vers un pays qui n'assure pas une protection suffisante des données personnelles. Il y a aussi un autre arrêt qui interdit, par exemple, d'exporter des données vers les États-Unis, puisque les États-Unis n'ont pas de
de protection réelle des données personnelles et que la NSA peut aller voir partout ce qui se passe dans vos données. Donc ces deux thèmes très très importants sur lesquels nous allons avoir des intervenants de qualité. Et nous aurons aussi un travail lourd de présentation de la Charte des droits des réfugiés et les conclusions de nos 3 groupes de travail, c'est-à-dire le travail qui a pour objectif de demander aux États de travailler sur une nouvelle convention venant remplacer la Convention de Genève de 1951. Ensuite, le programme de formation des avocats destiné à aider les réfugiés. Et je vous parlais tout à l'heure de ce climat absolument intolérable en Grèce, où les gens sont réellement livrés à eux-mêmes face au droit, sans aucune protection, sans interprète, sans accès au droit, sans accès à un avocat, mais aussi par manque d'avocats. Il faut... Le CCBE a lancé un programme de formation, CCBE qui est le comité consultatif des barreaux européens, ou le Conseil des barreaux européens, comme il veut s'appeler maintenant, a lancé un programme de formation auquel nous allons participer. Et le troisième groupe de travail qui est, là aussi, de travailler sur une recommandation internationale, sur une convention internationale visant à obliger les États à financer l'aide juridictionnelle pour les réfugiés. Parce que, je vous le disais, ce n'est pas la profession qui peut toute seule porter ça. Donc ça va être un travail de présentation. À côté de ça, il y a aussi un programme récréatif, il y a aussi un programme ludique. Et il y a 3... D'abord, la ville de Budapest est une ville absolument magnifique. Tiens, c'est idiot, j'aurais dû emporter le film de présentation. Et je le ferai pour Boumerdes. Et la ville de Budapest est une ville absolument magnifique et les grands événements auront lieu dans des endroits sublimes. Et la cérémonie d'ouverture aura lieu à l'Académie de musique, qui est une salle de théâtre, un théâtre à l'italienne d'une beauté à vous couper le souffle. Et le dîner de gala aura lieu dans un ancien palais juste au bord du Danube. Et la soirée informelle aura lieu dans un endroit plutôt branché. Donc là, on aura les trois aspects de Budapest, le solennel, la beauté et le côté plus branché. Il y aura aussi pas mal d'excursions et de promenades autour dans ce pays qui est absolument magnifique. Alors, l'une des difficultés que rencontrent un certain nombre de pays, et je pense que c'est le cas pour l'Algérie, est celui d'obtenir les visas. Nous, par exemple, aujourd'hui, et on a toujours ces difficultés, c'est toujours très long d'obtenir les visas. Par exemple, devait intervenir aujourd'hui à nos côtés un confrère espagnol qui n'a pas pu venir parce qu'il s'est pris trop tard pour avoir son visa et il n'a pas pu l'avoir. Mais pour venir au congrès de Budapest, vous aurez probablement besoin d'un visa. Or, quand on vient d'Afrique d'une façon générale, les visas sont toujours un peu plus difficiles à obtenir. Je me souviens que l'année dernière, nous avons 17 confrères d'un pays d'Afrique subsaharienne qui étaient inscrits, qui avaient payé leur inscription et qui n'ont pas pu venir parce que leur visa leur a été refusé. Là, je suis allé voir le ministre des Affaires étrangères de Hongrie, qui m'a assuré, il l'a fait, qui a donné des instructions à tous les consulats et toutes les délégations consulaires dans le monde entier de Hongrie, pour autoriser la délivrance des visas à ceux qui pouvaient apporter la démonstration sur la base d'un formulaire qu'on a mis en place avec lui, la démonstration qu'ils étaient inscrits au congrès de l'UIA. Mais ça suppose juste que vous vous inscriviez pas le dernier jour, quoi. Or, je sais que en Europe, on a des montres, ici, on a le temps. Mais là, faut aussi acheter une montre, et voire même un calendrier, et vous dire que pour avoir le visa, il faudra s'y prendre avec suffisamment de temps à l'avance pour que la délivrance des visas puisse être assurée. Surtout qu'il
Il y a un certain nombre de pays dans lesquels la Hongrie n'a pas de délégation consulaire propre, mais est hébergée par un autre consulat. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Et je voudrais maintenant revenir sur un autre sujet qui est celui de la formation. Celui de la formation continue, nous en parlions pendant la pause déjeuner avec le bâtonnier. C'est un sujet important et c'est un sujet sur lequel on a souvent tendance à faire avancer le droit avant les faits. C'est-à-dire que vous avez dans la loi sur les avocats une obligation de formation continue. Il manque juste un tout petit peu les structures. Et les pays d'Afrique subsaharienne, membres de l'Union économique des États africains, l'UEMOA, je ne sais plus ce que vous direz, mais enfin bon, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire des États africains, voilà, ont aussi un règlement commun qui oblige à une formation continue. Simplement, il n'y a rien. Alors nous sommes en train de construire un programme de formation et une méthodologie de formation, mais nous avons là aussi besoin de vous. Nous avons besoin des plus chevronnés d'entre vous. Ceux qui ont déjà l'expérience doivent nous aider. J'ai un confrère turc qui a eu une idée extraordinaire, qui est de créer, en liaison avec l'université, un centre de formation UIA. Alors, pour l'instant, je n'ai que l'idée. Hein. Il n'y a que l'idée. Et parfois, on sait tous que passer de l'idée à la réalisation pratique, ça peut prendre un peu de temps. Mais ici, j'ai besoin des bâtonniers pour qu'ils nous disent quel est le besoin, quel est le sujet. J'ai besoin des avocats les plus chevronnés pour qu'ils nous aident à travailler avec eux. Hein, bien sûr, il ne s'agit pas simplement de faire travailler les confrères algériens, mais aussi qu'il y en ait aussi qui travaillent et qui retransmettent. Hein. Nous ne sommes que des vecteurs. Hein. Nous recevons une formation et nous devons ensuite la retransmettre aux plus jeunes. Pour réaliser ça, j'ai surtout besoin des sujets. Donnez-moi les sujets sur lesquels vous voulez que nous travaillions. Ensuite, j'ai une deuxième demande qui est travaillons avec les universités. Les universitaires sont toujours prêts à travailler avec les avocats, à nous aider à construire des programmes de formation. Et on sait tous que construire un programme de formation, c'est plusieurs choses. C'est d'abord des moyens matériels et c'est ensuite des formateurs. Alors, les formateurs, on sait les trouver, on les a. Il y a déjà eu... Tu me parlais tout à l'heure d'un programme de formation à la négociation à Paris qui était un training organisé par l'UIA. Si vous voulez, c'est un sujet qu'on peut traiter. Mais donnez-moi les sujets prioritaires, ceux qui vous font vraiment défaut. Et là, messieurs les présidents, vice-présidents, anciens présidents, futurs présidents du comité national algérien, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous collectiez cette information et j'ai besoin que vous nous la retransmettiez pour qu'on puisse construire un programme de formation et qu'on ait un peu de temps pour le faire. Et la journée de travail du 2 avril était un programme absolument superbe. Je regrette juste de ne pas avoir eu le temps de faire encore mieux. Et je ne sais pas si on pouvait faire mieux d'ailleurs, mais peut-être on peut toujours faire mieux. Et donc voilà, et avoir plus d'intervenants. Donc les sujets, c'est le premier item dont j'ai besoin. Le deuxième, c'est prenez des contacts avec les universités, prenez des contacts avec les tribunaux. Les magistrats aussi peuvent nous aider. Les magistrats aussi, d'ailleurs, ont des besoins de formation. D'ailleurs, parfois, on se dit qu'ils ont vraiment un grand besoin. Bon, pardon, excusez-moi.
nous sommes une communauté juridique. Et nous, à l'UIA, nous sommes absolument conscients qu'il y a... En fait, le monde est partagé sur ce plan-là en deux mondes. Il y a un monde dans lequel l'offre de formation est énorme, elle est pléthorique. À Paris, vous avez toutes les formations que vous voulez sur tous les sujets possibles et imaginables. À Londres aussi, à New York aussi, à Berlin aussi. Bon. Et ça, c'est une première partie où l'offre est en surcharge. Et où on se retrouve avec des séminaires sur des sujets tout à fait intéressants dans lesquels il y a 10 personnes. Et puis, il y a une deuxième zone qui est la zone dans laquelle il y a une demande très très forte de formation qui est exprimée et pas de réponse structurelle, et pas encore de réponse structurelle. Et donc, ou en tout cas, une réponse à cette demande qui n'est pas encore suffisante. Et c'est un des chantiers que nous avons engagé. C'est vrai sur l'essentiel du continent africain, c'est vrai sur une grande partie du continent sud-américain et en Amérique centrale, et c'est vrai dans les pays de l'Europe centrale et orientale. Alors c'est compliqué à organiser. Ici, c'est relativement facile, puisque ici, il suffit que j'ai des intervenants qui parlent français, vous parlez tous français. Oui, a priori, j'ai vu personne s'endormir. Alors, je trouve pourtant que vous avez été courageux, hein, puisque vous êtes là depuis maintenant 3 heures. Donc ici, on a la chance de ne pas avoir de besoin de traduction simultanée, ou pratiquement pas de besoin de traduction simultanée. Donc il suffit d'avoir des moyens matériels, mais on peut avoir des salles dans les universités. Donc dites-vous un peu que l'imagination est en pouvoir et faites-nous des propositions. Je vous le disais tout à l'heure, ne vous demandez pas ce que l'UIA peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'UIA et vous aurez la réponse à la première question. Nous ne sommes tous que des bénévoles, nous ne sommes tous que des gens qui travaillons ensemble parce que nous avons foi dans ce que nous faisons et nous avons foi dans la collectivité des avocats, dans la fraternité des avocats. Et n'hésitez surtout pas à nous transmettre les demandes, les sujets qui peuvent aussi remonter des plus jeunes. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 ans révolus pour avoir des idées. Généralement, même d'ailleurs, c'est plus jeune qu'on les a. Voilà. Que pouvais-je vous dire encore avant, je vais donner la parole à Sami Hakel, conseiller du président, qui fait un énorme travail sur cette zone. Toi aussi, tu fais un très très beau travail, bravo. Et je suis très frappé de voir la coopération entre des pays qui ne s'aiment pas beaucoup. Et quand je vois la coopération des avocats entre les pays qui ne s'aiment pas beaucoup, je suis très frappé de cette fraternité. J'ai eu deux très beaux exemples. Au séminaire du 2 avril ici, il y avait beaucoup de confrères marocains. Et au séminaire du je ne sais plus combien d'avril, parce que je ne sais plus où j'habite moi, à Casablanca, il y avait 40 ou 50 confrères algériens. Ça, c'est un magnifique exemple, alors que Maroc et l'Algérie ont sur le plan politique, quelques sujets de friction, hein, si j'ai bien compris. Et le plus bel exemple que j'ai vu, ça c'est extraordinaire, c'est les avocats du Kurdistan irakien qui accueillent les avocats de Syrie ou d'Irak qui n'ont plus les moyens de travailler parce que leurs pays sont dévastés. Ils les accueillent, ils leur ouvrent leur cabinet, ils leur ouvrent les locaux de l'ordre pour leur permettre de travailler. J'avais félicité publiquement au dernier congrès le bâtonnier du Kurdistan irakien parce que je trouvais que c'était un exemple absolument sublime de solidarité entre les avocats. Et la coopération que je vois entre les barreaux du Maroc et les barreaux algériens me remplit aussi de satisfaction. Je pense qu'il n'y a pas seulement la fraternité, il y a le travail qui a été fait. Hein. J'ai pas assez
remercier nos officiels algériens. Je le fais globalement. Je ne veux pas citer chacun d'eux parce que chacun a eu beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et on en a le résultat. On en a le résultat et je suis en train de chercher un rééquilibrage. L'Afrique, le continent africain, représente à peu près 22-23% des membres de l'UIA. C'est beaucoup. Les officiels de l'UIA venant du continent africain ne sont que 11%. C'est peu. Et donc j'ai constitué un groupe de travail pour nous faire des propositions pour remédier à cette situation. Remédier à cette situation, on ne devient pas président de l'UIA du jour au lendemain. En passant, tiens, j'ai vu de la lumière, je suis monté, je me suis présenté au vote, et puis voilà, coup de chance, je suis élu. Non, il faut avoir travaillé avant. Pour parler d'un sujet que je connais bien, c'est-à-dire moi-même, j'ai commencé par être rapporteur dans une commission, celle des investissements étrangers, puis secrétaire de cette commission, puis vice-président de cette commission, puis président de cette commission, puis directeur financier adjoint, puis directeur financier, puis directeur des congrès, et puis vice-président, puis président désigné, et puis président. Après, je vais être président sortant, puis après, je suis plus rien. Là, j'ai plus d'avenir. Président d'honneur. Ouais, mais président. J'ai plus d'avenir. Mais vous l'avez. Et donc, il faut tous que vous vous impliquiez, parce que c'est comme ça qu'on va faire le travail j'allais dire de sélection, c'est pas le long terme, mais c'est comme ça que nous allons repérer les talents dont nous avons besoin. Et c'est comme ça que nous allons construire l'UIA de demain et faire le rééquilibrage entre les mandats. J'ai nommé Fessal conseiller du président, par exemple, de façon à lui mettre le pied à l'étrier de l'UIA. Et on sait tous que c'est un long parcours. C'est pas du jour au lendemain. Il y a comme à Rome, vous savez, à Rome sous la République, il y avait le cursus honorum. Et avant d'arriver au grade suprême, qui était le grade de consul, eh bien vous aviez, ou de censeur, c'était censeur les plus élevés, je crois. Et vous aviez avant toute une série de grades de magistrature que vous deviez avoir passé. C'est un peu pareil à l'UIA. Donc il faut engagez-vous, hein, comme on dit à l'armée, mais travaillez dans les commissions. Hein. C'est là où se fait le travail de bail, travailler dans les commissions, travailler dans les groupes de travail. Lorsque nous avons fait un appel à tous nos membres pour constituer les groupes de travail sur la charte des réfugiés, sur les droits des réfugiés d'une façon générale, j'ai reçu 40 réponses sur 2 millions d'avocats. C'est quoi ça? Alors, j'en avais pas besoin de beaucoup plus, mais j'aurais quand même aimé qu'on ait un petit peu plus d'élan. Donc, il ne faut pas être timide. Même si on ne fait qu'une toute petite chose pour l'UIA, c'est une toute petite chose qui vient s'ajouter aux autres briques que nous construisons. Et c'est aussi le moyen de vous ouvrir à l'international. Parce que l'international, de toute façon, il est là, il est partout. Et notre pratique professionnelle, elle est en train de s'uniformiser dans le monde entier. On ne le voit pas toujours. Là aussi, je vous fais sourire, je le sais, c'est comme la consultation faite par les robots. Mais relisez un livre extraordinaire qui est Les robots d'Isaac Asimov. Un roman de science-fiction qui a dû être écrit dans les années 40 ou le début des années 50, et dans lequel l'homme n'est plus qu'un joujou. C'est plus qu'un jouisseur qui a de très très belles maisons et qui s'ennuie à mourir dans ces maisons parce qu'il n'a plus rien à faire. Parce que les robots ont capté toutes les fonctions. Et il faut bien se rendre compte que c'est aussi ce qui nous attend. Je vous parlais tout à l'heure de la consultation électronique. On va prendre un autre exemple.
dans les sociétés, la seule vraie question pour tout le monde, c'est qui est mon tueur. Le smartphone a tué la photo argentile. Qui utilise encore un appareil photo avec des tirages papier du développeur, etc. Qui l'utilise encore? Internet a tué le fax. Autrefois, on recevait 50 fax par jour. Aujourd'hui, j'en reçois 2 par an. Et encore, c'est un très, 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 très vieux confrère qui a au moins 100 ans, d'un village tout à fait perdu au fin fond de la France profonde, qui a un très, très vieux fax et qui ne sait pas faire autre chose. Mais les premières machines à calculer ont tué les règles à calcul. Vous ne savez même plus ce que c'est, en tout cas au premier rang, vous ne savez même plus ce que c'est qu'une règle à calcul. C'est un instrument comme ça qui vous permettait de déterminer la racine carrée, de calculer la racine carrée, ou je ne sais plus quel autre algorithme. Tout ça, ce sont des choses qui ont disparu. Les taxis, alors vous avez les taxis, mais avant ça, il y a une dizaine d'années, en tout cas il y a un certain temps, j'avais assisté à un congrès des experts comptables. Et là était arrivé un professeur de futurologie. Alors vous le voyez arriver, vous ne pouvez pas ne pas éclater de rire, parce qu'il est l'archétype du professeur d'un bus, avec des cheveux qui partent comme ça dans tous les sens, plus beaucoup dessus, mais sur les côtés, une jolie couleur blanche, et des vestes avec des poches dont sortent les papiers dans tous les sens, et je vous promets que je n'exagère pas. Puis il commence à parler. D'abord, vous êtes marré un petit coup, mais il commence à parler. Et là, bon, d'accord. Et avec une remarque qui est très, très forte. Il dit bon, j'ai pris la liste des 500 premières entreprises mondiales en 1990. J'ai pris la même liste des 500 premières entreprises mondiales en 2000. Il y en a 300 qui ont disparu. Qui est mon tueur? Quelle est la tribu de Bédouins qui va venir prendre la ville? C'est exactement le même concept. Or, il ne faut pas se réfugier derrière notre statut. Certes, nous sommes avocats. Certes, nous sommes une profession réglementée. Mais les taxis, en France, c'était aussi une profession réglementée. Aujourd'hui, plus de la moitié du marché est prise par Uber. Plus de la moitié du marché. Et le résultat, c'est quoi? C'est que vous montiez dans un taxi autrefois à Paris, vous vous faisiez engueuler par le chauffeur qui lui dit « pense pas que je vais faire une course de 500 mètres », qui vous claquait la porte au nez si vous ne lui donniez pas un pouvoir suffisant. Aujourd'hui, ce même taxi, il descend, il vous ouvre la porte. Et le prix a été pratiquement divisé par 2. Tous les chauffeurs maintenant font un forfait pour aller à l'aéroport. Et Uber a fait évoluer le marché, mais Uber a cassé leur monopole. Alors, il ne faut pas se leurrer. Regardez ce qui se passe dans le monde entier, regardez ce qui se passe dans la profession d'avocat, et ça arrivera partout, partout. Aujourd'hui, nous devons, nous aussi, être prêts à ça, et nous devons être forts pour résister à ça. Vous avez un certain nombre de pays dans lesquels une banque peut être propriétaire d'un cabinet d'avocats. Nous sommes en train de nous battre en ce moment avec le gouvernement italien pour éviter que la même chose arrive aux Italiens. Mais en Angleterre, une banque peut être propriétaire d'un cabinet d'avocats. Alors, il y a des barreaux dans lesquels on dit, nous, on n'en veut pas, bien sûr, mais c'est Uber. Donc, c'est pas... Il n'y a pas de muraille qui n'ait été prise. Si elles n'ont pas, quelques rares qui n'ont pas été prises, c'est juste qu'elles ont été mal attaquées. Et notre statut nous protège, bien sûr, mais cette protection est en train de se déliter petit à petit. Quelqu'un me parlait tout à l'heure des pressions du pouvoir politique pour donner le contrôle des avocats aux procureurs. C'est juste pas possible, quoi. Hein, le contrôle des procureurs sur les avocats.
C'est juste comme si l'avocat d'une partie avait un pouvoir sur l'avocat de l'autre partie. C'est juste comme quand le bâtonnier plaide, il traduit en disciplinaire son confrère parce qu'il a gagné. Hein, c'est juste... mais ce maintien de notre spécificité, ce maintien de notre indépendance, nous ne l'aurons que si nous marchons tous ensemble, que si nous marchons tous mobilisés, c'est-à-dire si nous montrons notre force pour ne pas avoir à l'utiliser. Monsieur le bâtonnier. Merci, Monsieur le Président. Merci.